Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplement Autiste. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire, mais surtout de l'autisme à travers l'histoire. C'est un sujet que je tenais à faire dans les premiers podcasts pour pouvoir continuer à placer le contexte qui va permettre de comprendre certaines approches qui sont faites même à l'époque actuelle. Trouver des sources dans ce domaine-là a été assez compliqué. Il y en a peu et on retrouve surtout des descriptions dans les domaines médicaux, dans les domaines, de la littérature, et dans tous les cas, malheureusement, c'était rarement joyeux. Vous le verrez par la suite, mais le contexte est très important. Tous les propos que je vais pouvoir tenir, sont à placer dans le contexte de ce podcast et dans le contexte historique. Certaines citations sont violentes, mais l'histoire des personnes qui se décalent de la société est rarement joyeuse. Dire que l'histoire de l'autisme est un sujet complexe, c'est fatalement un euphémisme. Je ne parle pas simplement du terme autiste, qui lui, date de l'histoire récente, donc du début du XXe siècle et sa description qui est biaisée, se veut rationnelle, mais ça on le verra un petit peu après. Mais je vais parler de l'autisme depuis l'Antiquité grecque, quand on en retrouve quelques descriptions, même si ça reste quand même très, très vague et très amalgamé, avec toute forme de différence en fait, qu'elle soit cognitive ou pathologique. À cette époque-là et même jusqu'à très récemment, on ne faisait pas la différence, tout simplement parce que cela empêchait l'intégration dans la société et participer à la vie de la société. Autre point important, toutes les descriptions qui vont suivre parlent en général d'enfants, et plus particulièrement de garçons. Le fait de s'intéresser et aux filles et aux adultes est quelque chose qui est très récent. Jusque-là, on s'intéressait principalement aux enfants, mais ça on le verra par la suite, ça s'applique également aux adultes, ce ne sera pas très grave. Bien avant le terme d'autiste, c'était le mot idiot qui était utilisé, et par extension, on parlait d'idiotisme et non d'idiotie, et ça c'est important. Ce terme, va venir du grec ancien et il va désigner l'homme privé qui sera tourné vers lui-même, donc enfermé sur lui-même et dans sa solitude, donc en dehors de la société. Il sera aussi décrit comme étant privé de raison. Il va s'opposer à l'homme public qui, lui, est défini par son rôle dans la cité. Ce terme va perdurer très, très longtemps, même s'il est, au final, assez peu cité. Et c'est au début du 19e siècle, que l'idiotisme était pour les aliénistes, qui sont les ancêtres des psychiatres, les, arrêts congénitaux, donc présents depuis la naissance, ou acquis, donc qui viennent après, dans le développement de l'enfant donc, du développement intellectuel et certains états dits de stupeur, des malades mentaux, ainsi que des hébétitudes consécutives à des mauvais traitements ou à un repli devant des situations extrêmes. Et ça, c'était assez intéressant de le lire parce qu'on avait presque la description de crise autistique, notamment parce que quand on y rajoute certains détails, là, ça peut se relier à d'autres choses, mais ces situations de repli devant des situations extrêmes, ressemblent vraiment à des effondrements autistiques et ça date, donc du début du 19e siècle. L'idiotisme a été décrit par Philippe Pinel, qui fut aussi à l'origine du rapport sur l'enfant sauvage de l'Aveyron, qui est une histoire assez connue, en 1800. Il s'agissait d'un enfant qui a été trouvé vivant dans les bois, nu, et qui était très probablement autiste, en tout cas dans toutes les descriptions qu'on peut en lire. Et ça, ce serait peut-être un sujet assez intéressant à explorer. À la même époque, l'idiotisme s'étendait aussi à des enfants qui étaient décrits comme singuliers, d'intelligence apparemment limitée, voire très limitée, mais qui manifestaient des talents qui étaient paradoxaux pour calculer mentalement des numéros, des dates, des âges, et perçus comme des distractions. Ces idiots savants, comme c'était décrit, donc des idiots savants, ce qui est, bon, un peu paradoxal, fascinaient le public. Ils étaient vus comme, des attractions et étaient au même niveau que des bouffons. Et encore, quand on lit toutes les descriptions sur ces sujets-là, on est beaucoup plus proche de l'animal de cirque, que d'un bouffon. Donc c'était des personnes qui étaient, à moitié humaines, on va dire, en tout cas dans la perception de l'époque. Et ça, c'est toujours assez difficile à lire. C'est toujours très intéressant, mais assez difficile à lire. Ces images et descriptions, en fait, ont inspiré de nombreux personnages dans la littérature. Par contre, tous ces personnages ont toujours été décrits
sous des aspects qui étaient négatifs. Un enfermement, une laideur physique, une laideur de l'esprit, des descriptions en fait qui restent profondément ancrées en 2023. Comme ce fameux, terme qu'on entend parfois sur les réseaux sociaux: «Ah mais tu es trop beau, tu es trop belle pour être autiste» et ça c'est, voilà, assez tenace on va dire. Toutes ces descriptions présentes dans les littératures anciennes vont ralentir et voire même empêcher d'avancer, sous un autre biais d'interprétation que des problèmes et que des problèmes qui excluent complètement de la société et ça va être le cas très longtemps. Dans cette idée globale, et très clairement ce tableau un petit peu décourageant que je peins, je le reconnais, mais je suis obligé d'être au plus proche de la réalité. Je ne peux pas non plus l'enjoliver, ce serait complètement contre-productif. Se trouvent malheureusement, quelques citations qui permettent de relier des stéréotypes qui vont être tenaces chez les autistes, y compris lorsqu'ils ont pour origine une autrice et en l'occurrence Virginia Woolf, qui elle était pourtant inscrite dans un mouvement de contestation des idées reçues. Et pour le préciser, il y a une petite citation qui provient de son journal, d'une pensée qu'elle a écrite en rentrant de promenade après avoir croisé un garçon autiste. Pitoyable débile, à la démarche traînante, dénué soit de front, soit de menton, au sourire imbécile ou au regard d'une fixité sauvage, il est bien évident qu'on devrait les supprimer. Et ça, c'est le genre de citation qu'il est toujours dommage de lire, déjà à cause de sa violence, mais surtout parce qu'ils proviennent de personnes que l'on voit un petit peu comme libéral et où on se dit peut-être qu'il pourrait apporter des nouveautés en termes de biais d'approche, y compris quand c'est au début du XXe siècle, mais c'était des approches qui étaient très, très ancrées et donc c'était des voilà, une vision qui est très, très déshumanisante et c'est assez dommage. L'exclusion des personnes qui vont être considérées comme hors de la norme est quelque chose de un petit peu trop banalisé et encore à l'époque actuelle. Même si on note quand même quelques évolutions positives. Ça, il faut être réaliste sur ce point-là. Il me semble important de faire une petite parenthèse, parce que justement, à toutes les époques, le pire et le meilleur ont coexisté. Avec cette pensée et cette obsession pour le soigner avant d'éduquer, notamment pour les enfants autistes. Alors qu'on sait très bien que ce sont des choses qui sont extrêmement biaisées et que l'éducation doit toujours être une priorité. On reviendra là-dessus par la suite dans de prochains podcasts, hein, naturellement. L'histoire de l'autisme et de l'idiotisme avant lui, est parsemée de médecins et d'éducateurs qui ont cherché à comprendre ou à éduquer ces personnes qui sont mises de côté, enfermées et parfois, voire même un petit peu trop souvent, stérilisées de force, donc souvent par la castration, pardon. Tout ça dans une volonté que l'on peut dire eugéniste. Vous l'aurez déjà deviné, l'histoire de l'autisme est un sujet complexe. Et pour reprendre les mots de Jacques Hochman, dans son livre sur l'histoire de l'autisme, qui est très complet dans la mesure du possible, c'est une histoire qui va opposer des psychiatres qui, pour une majorité, cherchaient à cacher leur ignorance, à ceux, y compris des éducateurs, car ils ont joué un grand rôle dans l'histoire de l'autisme, qui, eux, cherchaient des solutions. En quelques mots, il va s'agir également d'une histoire de la ségrégation, donc de la mise de côté des anormaux d'une manière très générale et donc pas que des autistes, et de la répression de la folie, avec un F majuscule. Ça a donc beaucoup trop peu de traces et beaucoup trop peu de sources, car justement on se contentait d'enfermer plutôt que de consigner et d'essayer de réintégrer dans la société ou d'intégrer tout simplement avec un petit peu d'inclusion. Tout à l'heure, je vous parlais d'une parenthèse, mais en fait, j'aurais peut-être dû parler d'une transition, parce que c'est une parenthèse qui a quand même duré un petit peu longtemps. Mais par contre, cette transition va nous amener directement au début du XXe siècle, et plus particulièrement en 1911 avec l'apparition du mot autisme. Avant ça, par contre, il est nécessaire quand même de faire un tout petit détour par Freud, et oui, malheureusement, ne jetez juste pas la pierre, avec sa notion d'auto-érotisme qui a un petit peu précédé la naissance du mot autisme. L'auto-érotisme pour Freud était un comportement sexuel, on dirait qu'avec lui tout portait sur la sexualité, où la satisfaction était obtenue en recourant uniquement à son propre corps, donc le soi-même dans son sens le plus réduit, dans son sens le plus restrictif. Et justement, c'est pour aller plus loin, voire même peut-être pour aller contre, que Bleuer
a créé ce terme d'autisme dérivé du grec soi-même, comme je l'avais déjà expliqué dans mon précédent podcast. Ce terme par contre n'a pas été créé pour vivre seul par lui-même, mais est né dans son traité sur la schizophrénie infantile et l'autisme y est décrit comme un symptôme secondaire et donc une comorbidité de la schizophrénie et serait notamment le détachement de la réalité avec une prédominance relative ou absolue sur la vie intérieure. Et là, ce qui est très, très intéressant de lire, c'est qu'on a déjà une notion de degré qui est apparue. Donc, ces travaux sont très importants et en 1911, on a la naissance du mot autisme, même si c'était à ce moment-là juste un symptôme. Le terme d'autisme, en fait, ce qui est amusant, il est né dans la psychanalyse. Ceci alors que, la psychanalyse a été décrite et encore plus, très dernièrement, comme étant complètement inadaptée et même avec des résultats désastreux pour les personnes autistes. Mais là, je m'égare un petit peu, je vais je vais retourner, à ma base, hein. Après Bleuler, donc en 1926, nous avons, pardonnez-moi la prononciation si je fais une faute, Grounia Shukareva, donc une pédopsychiatre russe qui est née à Kiev, décrit, ce qu'elle nomme en fait par la suite la psychopathie schizoïde de l'enfance. Ça va être décrit comme un trouble de la personnalité caractérisé par un détachement et un désintérêt général omniprésent dans les relations sociales et par l'expression d'un nombre limité d'émotions dans les interactions avec les autres. Et là, c'est une définition succincte. Ces travaux sont très intéressants et je dirais même complètement précurseurs. Ces travaux seront repris par Hans Asperger dans sa description du syndrome qui portera son nom. Donc on a une femme qui est à l'origine des travaux de Hans Asperger et qui sera même à l'origine du terme de syndrome d'Asperger, mais on verra ça juste après. 4 ans plus tard, en 1930, nous avons Melanie Klein qui va réaliser une étude décrivant la schizophrénie infantile et y évoquant notamment un manque de contact affectif et des stéréotypies, ce que l'on nommera maintenant d'estime, avec le verbe stimer, bon, peu importe. De cette manière, en fait, même si ça reste dans le cadre d'une étude sur la schizophrénie selon Bleuer, donc une extension de ses travaux en 1911, ça a été la première à publier des descriptions de ce qui sera ensuite identifié comme l'autisme de Kanner. Les travaux en fait de Bleuer, de Shukareva et de Klein, vont être vraiment très importants et précurseurs. Mais c'est uniquement dans les années 40 qu'il y aura une distinction importante qui va avoir lieu. En 1943, c'est à ce moment-là que beaucoup trop de personnes en fait, démarrent l'histoire de l'autisme. Léo Kanner, dans ses études, va séparer la schizophrénie et l'autisme en définissant un tableau clinique du trouble autistique du contact affectif. Il sera ensuite nommé l'autisme infantile précoce et il va s'agir d'une avancée effectivement, importante, puisque Bleuer, lui, faisait de l'autisme un symptôme de la schizophrénie. Et ça, c'est une distinction qui va quand même permettre de sortir un petit peu, d'un certain modèle de pathologie, pour aller plutôt vers de l'éducation, mais ça devra encore attendre. Dans la même période, Hans Asperger, que tout le monde connaît au moins de nom, va décrire de son côté la psychopathie autistique. Ses travaux, par contre, ne referont surface qu'en 1981, avec la psychiatre Lorna Wing, qui a été elle aussi très importante. Hans Asperger, dans son étude, va décrire chez les enfants, la psychopathie autistique, donc là on est encore chez les enfants, chez qui il va observer des troubles de la communication et de l'empathie. Et ça, c'est une idée qui reste encore très présente aujourd'hui, malheureusement. Avec une tendance à considérer les autres personnes comme des objets plus que comme des personnes, mais aussi des difficultés sociales, des conversations unilatérales, une absorption intense sur des sujets en particulier, et donc là on a une description de l'intérêt spécifique, et il va aussi mettre en évidence la coexistence de points forts comme une intelligence élevée, voire très élevée, avec des points faibles comme l'impossibilité de s'habiller seul par exemple ou de faire ses lacets. Donc des choses vraiment très simples, très basiques que l'enfant aura l'incapacité de faire.
et là, on est vraiment dans un problème de capacité. D'un point de vue historique, il est primordial et extrêmement important de placer les études de Hans Asperger dans leur contexte et plus encore vraiment pour ce psychiatre. C'est très, très, très important car ce terme, devrait, complètement disparaître du vocabulaire. Dès 1940, en fait, Hans Asperger va obtenir un poste d'expert médical pour lequel il doit diagnostiquer les maladies héréditaires et proposer une stérilisation contrainte dans l'intérêt du programme d'eugénisme nazi, donc avec une participation active. En 1941, il écrit à propos d'un enfant, qu'il a un trouble sévère de la personnalité. À domicile, l'enfant est un fardeau insupportable pour sa mère, qui doit s'occuper de 5 enfants en bonne santé. Un placement am Spiegelgraund, semble absolument nécessaire. Am Spiegelgraund, et pardonnez-moi la prononciation, mon allemand est pas ouf, c'était, une clinique d'extermination et Hans Asperger y a recommandé au moins, minimum 37 de ses patients et ça, c'est très important, de le noter et de le préciser. Les dernières minutes ont été ponctuées de citations un petit peu violentes et de descriptions pas forcément faciles à digérer. Et il est temps de faire une toute petite pause dans ce podcast et de respirer un petit peu, de penser à des choses joyeuses avant que l'on passe à la suite. Donc respirer, voilà, voilà. Bon, respirer, c'est vital, donc je pense que vous faisiez depuis le début, mais là, en vous concentrant un petit peu dessus. Pour les TDAH, pensez à boire, genre de l'eau, de la tisane, et vu qu'on est en janvier, théoriquement, il faut pas boire d'alcool. Bref, peu importe. Passons désormais à la suite, avec une personne qui est très importante et sous de nombreux aspects, surtout dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie, qui va être Lorna Wing, qui en 1981 va réactualiser les travaux de Hans Asperger. Et donc la petite parenthèse, on note quand même que Hans Asperger s'est basé sur les travaux d'une femme, avant de faire ses travaux à lui et a été réactualisé par une femme. Et pourtant ça porte son nom alors que c'était un passablement un nazi. Bon, peu importe. Donc, Lorna Wing a réactualisé les travaux de Hans Asperger avec une proposition pour définir ce qu'on appelle par la suite le syndrome d'Asperger. Avant ses travaux, elle a publié de très nombreux ouvrages de vulgarisation et dès 1964. Par contre, c'est en 1972 que son ouvrage de vulgarisation de référence, appelé Les enfants autistes, un guide pour les parents, va paraître et rester très longtemps et sera même réédité de nombreuses fois. Lorna Wing est à l'origine de nombreux travaux importants dans l'évolution des distinctions et des critères diagnostiques de l'autisme, y compris dans l'utilisation, dès les années 90 de la terminologie de spectre autistique. Elle en est à l'origine et ça, c'est très intéressant, très important. Même si elle a réactualisé les travaux de Hans Asperger et elle a avoué à l'avoir quand même regretté, elle a quand même été à l'origine d'évolutions importantes sur les différents biais d'approche et des choses qui étaient quand même beaucoup plus positives. Et là, on a encore une psychiatre. Voilà, je tiens quand même à le préciser. On le précise un petit peu trop peu. Donc, allons-y. Bon, il faut être honnête, j'ai quand même fait des grandes enjambées, à travers l'histoire en fait, ou en tout cas ce que l'on peut percevoir comme étant l'histoire de l'autisme. Mais cela évolue toujours rapidement, à notre époque actuelle. Donc même depuis les années 90, en fait, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé et ça fait plaisir. Avant, c'était quelque chose qui était quand même très négatif, avec justement les ségrégations, les enfermements et tout ce qui allait avec ça. Aujourd'hui, même s'il y a quand même beaucoup de traces, de toute cette négativité que l'on retrouve, dans les journaux, dans les émissions, sur les réseaux sociaux, dans les bouches de certains psychiatres et psychologues, y compris en 2023 et ça, c'est vraiment dommage, c'est quand même des choses qui ont beaucoup évolué, y compris dans les critères diagnostiques, notamment avec la désignation même de l'autisme ou sa catégorisation en tout cas. En 1983, dès le DSM-3, donc le DSM, pardon, l'autisme était classé comme un trouble global du développement et le terme de trouble autistique va lui apparaître en 1987 au sein du DSM-3-S
R, donc j'imagine revisité. En ce qui concerne le syndrome d'Asperger, par contre, il va faire son apparition dans le DSM-4 en 1993, dans la grande famille des troubles envahissants du développement. Et ça doit peut-être vous dire quelque chose, surtout si vous étudiez ou avez déjà étudié la question. Le CIM-10, qui lui est publié par l'OMS, dont est issu le DSM-4, va lui distinguer les syndromes de Kanner et d'Asperger, car on va considérer les 2 diagnostics comme étant incompatibles. Aujourd'hui, c'est le DSM-5 qui, est en vigueur depuis 2015, qui est utilisé dans le cadre du diagnostic et il a vu apparaître le terme de trouble du spectre autistique qui lui va remplacer, le trouble envahissant du développement et heureusement le syndrome d'Asperger qui donc officiellement n'existe plus depuis 2015 et ça fait plaisir car il est toujours assez regrettable de rendre hommage à un nazi. Les recherches les plus récentes, par contre, viennent confirmer qu'il ne s'agit en aucun cas d'une maladie. Et ça, j'insiste particulièrement là-dessus. Donc, chercher à guérir l'autisme est une illusion, est une bêtise, est une cause perdue et sûrement même de l'argent gâché. Donc, c'est complètement contre-productif et voué à l'échec. Et ça, j'insiste dessus. Ça peut sembler évident pour beaucoup, surtout, les autistes qui se sont fait diagnostiquer tard ou les parents qui sont à jour des connaissances et qui prennent soin de leur enfant et donc oui, là, j'exclus volontairement, les personnes qui cherchent à guérir leur enfant autiste et notamment par l'alimentation, mais bon bref, je m'égare. Lorsque l'on étudie l'histoire de l'autisme, le rappeler me semble quand même essentiel. Surtout, quand j'ai évoqué des ségrégations, des castrations et une concentration sur le soigner et enfermer plutôt que sur éduquer. Car les autistes sont avant tout des êtres humains. Nous évoluons avec l'âge, avec les connaissances, avec l'éducation. Donc le milieu dans lequel on est élevé et éduqué, le soin que vont apporter nos parents est fondamental. OK? Ce qui fait beaucoup avancer la recherche et beaucoup avancer l'histoire de l'autisme, c'est que depuis des années, les autistes participent activement, y compris comme chercheurs et chercheuses, ou va collaborer, pardon, avec des chercheurs et chercheuses dans ce domaine. Et là, on pourrait notamment citer Julie Dachez avec ses ouvrages qui sont extrêmement intéressants, et qui mettent de plus en plus en avant que oui, les femmes sont également autistes. Ce n'est pas un attribut masculin, même si c'est, voilà, assez répandu comme histoire. Sur ce point-là, il n'y a qu'une seule chose que je tiens à préciser, les choses avancent. Voilà, on s'empare de ce genre de d'histoire et on espère que c'est pour le mieux, ou en tout cas tant que c'est positif. Je crois que j'ai fini avec ce petit parcours de l'histoire. Naturellement, nous pourrons revenir sur des points spécifiques, ce sera toujours assez intéressant, mais dans ces premiers podcasts, je tiens particulièrement à établir un tableau d'ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poster en vocal sur Spotify ou sur Encore, ou à venir sur mon TikTok adrien.simplement pour pouvoir me poser les questions directement. J'y répondrai avec plaisir en vidéo TikTok ou en podcast pour des sujets à venir. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails à adriensimplement@gmail.com. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Par contre, désormais, je ne donnerai plus le sujet du prochain podcast, comme ça vous serez peut-être, plus curieux. Mais, c'est aussi que je pourrais être porté sur des sujets, d'opinion, sur des sujets d'actualité, et de me laisser plus de temps pour des sujets d'importance comme l'histoire. Car oui, c'était énormément de documentation, pour faire le tri dans les informations que j'ai pu trouver, y compris dans la littérature qui n'était pas toujours, liée à la science, donc que ce soit à la médecine ou à la sociologie, mais parfois présent dans la littérature. Je vous souhaite, le meilleur naturellement et à très bientôt. Au revoir.